Et donc, on va accueillir là, qui est déjà avec nous, Julien Durançon, qui est un spécialiste de l'économie circulaire, qui a fondé sa société, qui porte un joli nom, La Matière, qui est assez explicite en fait de ce qu'il fait. Il est à La Rochelle, voilà, il se présentera et on va dérouler en fait son intervention en citant 6 leviers possibles pour diminuer l'impact carbone. Le premier, ça va être en parlant des approvisionnements durables, donc ça va rejoindre d'une certaine manière ce qu'on a commencé à évoquer sur les achats la dernière fois. Ensuite, il parlera d'éco-conception, on parlera d'économie de la fonctionnalité, d'écologie industrielle et territoriale, et puis des 3 R, le réemploi, la réutilisation, la réparation et le recyclage. Ça fait 4 R d'ailleurs, parce que 3 R plus le recyclage. Et donc, on donnera aussi la parole à un des membres du groupe, Jean Castillon, qui a bien voulu partager son expérience, notamment sur la partie réparation, rétrofit et seconde main, pour vous montrer que dans le groupe, déjà, c'est possible, qu'il y a déjà des gens qui font des choses. Voilà, donc en gros, on a conçu une séance assez interactive avec un séquencement entre Julien qui va vous donner des exemples et on a demandé à Julien de faire l'exercice d'aller chercher des exemples dans vos secteurs d'activité, donc dans le bâtiment, dans l'industrie, dans le numérique, pour être le plus près et le plus inspirant possible pour vous. Et donc, on va fonctionner comme ça. Un temps où Julien s'exprimera, puis un temps de partage avec lui en live de vos questions, ce qui vous vient à l'esprit, voilà, pour creuser un petit peu avec lui les points qu'il va évoquer. Et en même temps, en parallèle, on vous invite en fait à mettre toutes vos antennes dehors pour que, au fur et à mesure des échanges qui vont avoir lieu, des idées qui vont être proposées, des retours d'expérience, vous notiez dans votre carnet des idées qui vous viennent à l'esprit pour ne pas les perdre. Parce que dans la deuxième partie de cette session, quand on va passer en sous-groupe, on va partir de là. C'est-à-dire tout ce qui vous sera venu à l'esprit pendant la session. Donc voilà, pour ne pas perdre, on va dire, les idées, voire même vous mettre dans une dynamique d'écoute active, de penser à noter ce qui vous vient à l'esprit pour repartir de là tout à l'heure. Caroline, est-ce Oui. que je peux me permettre une remarque? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont opposées à ce qu'on enregistre la session, enfin, au moins la partie témoignage? Et Julien en premier chef. Julien, Jean, est-ce que vous avez un souci là-dessus? Moi, pas de problème. Bon, est-ce que Jean est là d'ailleurs? Oui, Jean est là. D'accord. Ok. Eh bien, Julien, on te laisse présenter. Je pense que tu as ta propre présentation. Donc, Christiane, on va sortir du support voilà, pour laisser Julien présenter le sien. Ok, super. Bonjour tout le monde. Du coup, merci Caroline. Donc, effectivement, comme l'a dit Caroline, c'est bon pour mon écran, tout le monde le voit? Oui. Donc, pour le coup, moi, je suis expert en économie circulaire. Je suis basé à La Rochelle. Et pour le coup, nous, La Matière, on a créé la structure en 2014 et on travaille sur vraiment toutes les thématiques de l'économie circulaire qu'on va aborder aujourd'hui. On accompagne des collectivités territoriales, on accompagne pas mal d'acteurs. Je passe sur tout ça. Je vous ferai passer la petite présentation, je pense, Caroline, de toute façon, non? Il y a quelques liens dedans et tout. Voilà, on travaille pour des grands comptes, pour des plus petites structures. On bosse beaucoup avec l'IAE aussi. Je bosse pas mal en Vendée. Je crois qu'il y a pas mal d'acteurs vendéens là. Je bosse pour la communauté de communes Pays de Mortagne sur leur démarche d'écologie industrielle et territoriale, pour des grands comptes aussi industriels sur ces thématiques-là. Et en l'occurrence, du coup, nous, à La Matière, on a vraiment assez tôt interrogé notre modèle linéaire. Je vais passer vite fait sur tout ça, mais parce que je pense que c'est des thématiques que vous avez déjà abordées. Et en l'occurrence, moi j'aime bien cette situation d'Einstein qui disait que le monde que nous avons créé est un produit de notre pensée et nous ne pouvons pas le changer sans changer notre façon de penser. Donc le bug humain, je vous invite à le lire, c'est un super bouquin. D'ailleurs, il y a le tome 2 qui va sortir aussi. Et moi j'adore les neurosciences et vous verrez que le cerveau, justement, il freine un peu à ces changements-là.
et que le changement de paradigme, c'est-à-dire de sortir de cette économie linéaire, là, c'est un vrai job. Et je vais vous montrer que c'est possible avec pas mal d'exemples. Ça, c'est une vidéo que je vous inviterai à regarder aussi. On ne va pas regarder là pour ne pas perdre de temps, mais qui est plutôt bien faite. Dans la veille, et si vous voulez aller plus loin dans l'économie circulaire, il y a Ellen MacArthur et sa fondation qui présente pas mal d'outils et d'objets libres de droit. Il y a des choses plutôt bien faites et vous verrez, c'est passionnant. Puisque quand on commence à mettre les doigts dans l'économie circulaire, vous comprendrez que c'est vite passionnant et ça engage pas mal de choses. Ça, c'est un schéma de l'ADEME qui est assez ancien, mais je trouve qu'il résume plutôt bien ce dont on va parler maintenant. En l'occurrence, nous, ici à la matière, on touche à peu près à tous ces maillons-là, puisqu'on va s'occuper autant de biodéchets que de déchets issus du bâtiment, que de matières issues de rebuts industriels ou issues de l'événementiel ou de bien d'autres sujets. Et toutes ces matières-là laissent du coup le libre cours à pas mal d'activités différentes. Donc, vous allez voir, on va aborder tout ça, c'est-à-dire ce cycle de vie que vous avez au milieu là, de la fabrication à la distribution, consommation et au tri. Donc ça, c'est l'idée de mettre plus de circularité là-dedans. Donc toutes les petites flèches vertes. Ce qu'on a au-dessus, on est plutôt sur les biens matériels, et ce qu'il y a dessous, c'est plutôt sur les biens type biodéchets et produits alimentaires. Donc les biens de consommation et d'équipement sont au-dessus. Dedans, on retrouve la réparation avec la première petite flèche qui revient initialement. On a ensuite le réemploi. Ça, je vous en ferai part assez rapidement, puisque nous, on a une matériothèque, un magasin de bricolage qui est avec des matériaux de récupération chez nous à la matière. La refabrication, donc là, on est sur l'idée des pièces détachées, on est sur l'idée de l'upcycling aussi. Je vous en donnerai plus de détails. Et le recyclage, donc là, je pense qu'il y a des industriels qui se reconnaîtront là-dedans. Rapidement, du coup, on va aborder plein de thèmes différents. Et moi, j'utilise souvent cette petite fleur là qui est plutôt bien faite. Et donc, le premier quartier qu'on va aborder, c'est un sujet que vous avez déjà abordé, donc on va y passer rapidement. C'est l'approvisionnement durable. Et en l'occurrence, vous allez vite le comprendre, c'est quelque chose qui peut être levier. Et j'ai cru comprendre via Caroline, Olivier, là, dans les échanges qu'on a pu avoir, que c'est un sujet qui a fait pas mal écho de votre côté. Ensuite, on va parler de l'éco-conception, forcément, de l'écologie industrielle et territoriale, de l'économie de fonctionnalité, et ensuite des 4 R, réemploi, recyclage, réutilisation, réparation. Pour la consommation responsable, on touche les citoyens, ça vous concerne un petit peu moins. Donc le premier, c'est l'approvisionnement durable. N'hésitez pas, si je ne suis pas clair, hein, et si vous ne m'entendez pas bien, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner vraiment des exemples très concrets de projets et de sujets qu'on a pu accompagner, nous, avec la matière, et vous illustrer que c'est possible, en fait. C'est possible de changer, c'est possible d'engager ce changement de paradigme. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. En l'occurrence, voilà, l'approvisionnement durable, c'est vraiment une des entrées, et je pense que Jean Castillon, si vous intervenez à la fin là et tout, je pense que vous viendrez relayer ça aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de remplacer ces matières premières non renouvelables ou les matières premières extraites par des matières premières renouvelables ou de réemploi. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment plein de démarches qui sont aujourd'hui en train de s'engager. Pour ceux qui sont dans le bâtiment, aujourd'hui, on a des démarches avec la REP, la responsabilité élargie du producteur. Je vais éteindre le téléphone. La responsabilité élargie du producteur qui fait que pour 2023, vous allez être dans l'obligation de travailler sur le démantèlement de vos projets de déconstruction et en faisant de la déconstruction sélective. Et on va voir émerger pour le coup des plateformes de démantèlement et des plateformes type matériothèque pour pouvoir justement travailler sur des démarches de catalogue de matières de réemploi et pour pouvoir permettre derrière à d'autres acteurs d'utiliser ces matières de réemploi pour fabriquer ou éco-concevoir des objets ou des nouveaux produits. Ça, c'est vraiment important. Et cet approvisionnement durable, il touche autant les matières que vous touchez physiquement
que je crois qu'il y a pas mal des structures qui sont dans l'IT là, autour de la table ce soir. Et en l'occurrence, dans tout ce qui est développement web et l'ingénierie digitale, il y a aussi moyen d'être dans l'approvisionnement durable. Ça, c'est important d'avoir ça à l'oreille, puisque pour le coup, là, j'ai mis entre parenthèses un petit exemple, mais on sait aujourd'hui que le digital voilà, peut faire externaliser le développement parfois loin d'ici, à moindre coût, etc. Et dans quelle mesure l'approvisionnement durable, c'est aussi comment on peut relocaliser ce genre de prestations-là. Et ça, il faut garder à l'esprit. Et je vous ai mis des liens et on en parlera un peu plus loin. Ici, à La Rochelle, on a la chance d'avoir, je crois que vous avez mis des liens, Caroline, là, dans le mail, c'est l'Institut du numérique responsable. Il y a des MOOC qui sont super intéressants pour ceux qui veulent aller plus loin là-dedans, mais faire du numérique responsable, c'est possible. C'est un vrai enjeu, un vrai challenge. Et vous pourrez trouver des idées de comportement durable dans le numérique sur les liens là que je vous donnerai là, qui sont dans la presse. Donc, l'approvisionnement durable, c'est vraiment ces deux choses-là. C'est à la fois l'émergence de ces magasins des matières, ou ces bricothèques ou matériothèques. Nous, on a énormément de collectivités territoriales aujourd'hui qui nous contactent pour ouvrir ce genre de lieux sur leur territoire. On a des promoteurs immobiliers et ou des cabinets d'urbanisme aussi qui se penchent sur ces sujets-là pour le bâtiment. Et dans l'industrie, c'est la même chose, quoi. Donc, le démantèlement, tout ça, il y a vraiment des enjeux là-dessus. Nous, on parle d'un sujet qu'on connaît, puisque pour le coup, on a ouvert à La Rochelle un magasin des matières, qui est un magasin de bricolage qu'avec des matériaux issus de récupération, et qui nous sert aujourd'hui clairement de bibliothèque de matériaux dans lequel on va taper pour éco-concevoir des produits, faire de l'aménagement d'espaces durables, et qui sert à nos porteurs de projets. Donc ça, c'est un lien facile vers l'éco-conception. L'éco-conception, donc c'est un sujet qui est vaste. L'analyse du cycle de vie, on peut en parler longtemps. L'idée, c'est vraiment d'intégrer de la conception jusqu'à la fin de vie du produit et tout le cycle de vie. Julien, je me permets d'interrompre 30 secondes. C'est juste parce qu'on avait prévu un petit peu qu'entre chaque ah oui, pardon, excuse-moi. Thématique, on puisse échanger en fait en direct avec les participants. Oui, c'est vrai, voilà. Excuse-moi. Non, pas de souci. Tu fais bien de me le rappeler. Donc on reste sur l'approvisionnement durable pour le coup. Oui, par rapport à ce que tu as dit, est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui veulent rebondir, ou il y a des choses qui émergent sur vos cahiers là, ou dans vos cerveaux pour le coup, puisque c'est le sujet du soir aussi. Pour ceux qui sont... Oui. Pardon. Alors, d'abord, je m'excuse parce que j'ai peut-être pas un son génial, vu que je suis dans ma voiture. Donc, je regarde pas beaucoup les images ni les textes, j'écoute. Et en fait, sur l'approvisionnement durable, alors, ça a peut-être été abordé la dernière fois, puisque j'ai raté la dernière fois. Je suis désolée si c'est une redite. Mais c'était plus, nous, les questionnements qu'on se pose, c'est sur des... Quand on veut aller chercher dans du durable sur la technologie genre ordinateur de pointe, ça existe. C'est plus dans le recyclage qu'on pourra faire une action. Et parce que en fait, c'est ça, c'est que nous, on a finalement des ordinateurs qui sont assez rapidement obsolètes. Ouais. Alors là, on touche au numérique. Je vous invite, franchement, vous verrez les liens sur l'Institut numérique responsable. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a plusieurs comportements à avoir de ce côté-là, quoi, sur l'approvisionnement durable. C'est sûr que pour certains types d'activités, renouveler le parc informatique, on n'a pas le choix, puisque effectivement, les logiciels sont mis à jour, les logiciels évoluent, on a besoin de plus de puissance. Je veux dire, des structures qui utilisent la suite Adobe, forcément, elle est devenue tellement puissante. Aujourd'hui, on a besoin d'ordinateurs à jour. Donc ça, c'est sur le hardware. Hein. Mais après, ça peut être plutôt sur la gestion de la fin de vie de votre hardware, là, pour le coup. Donc là, ça touchera d'autres choses. Mais c'est sûr que c'est difficile parfois sur certaines typologies d'objets qui sont, pour le coup, manufacturés très loin. Je veux dire, aujourd'hui, des outils informatiques fabriqués en France, c'est quand même assez difficile à trouver. Par contre,
l'IA à l'intérieur des outils, c'est-à-dire plutôt les solutions software. Là, pour le coup, je crois qu'en plus, il y a pas mal d'acteurs autour de la table. Là, on a moyen de s'approvisionner en local et en durable avec des acteurs du territoire. Donc, il y a plein, vous voyez, il y a vraiment l'onglet matière grise et l'onglet matière qu'on touche. Il faut toujours un peu. Et puis, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, ouais, sur l'informatique, c'est hyper délicat, quoi. C'est hyper délicat sur tout le numérique. Est-ce qu'on doit changer la flotte de téléphones le plus régulièrement possible? Est-ce qu'on doit changer les ordinateurs dans tous les services? C'est toutes ces questions-là qu'il faut aborder. Est-ce que c'est pas aussi, là c'est David qui parle, je ne sais pas si vous m'entendez distinctement cette fois, est-ce que c'est pas une question de filière, tout simplement, parce qu'on parlait d'embarquer ces fournisseurs, est-ce que c'est pas embarquer l'ensemble d'une filière? Alors, évidemment, c'est compliqué. On parle d'Adobe, là, par exemple, dans l'exemple donné, qui est un acteur puissant, mais est-ce qu'il n'y a pas un choix politique, en fait, derrière, quoi? Et une entreprise ne peut peut-être être force d'exemple, y compris en embarquant la partie amont de la chaîne. Oui, effectivement, il y a l'idée de filière ou de filière territoriale. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'émerger et en grande partie grâce à l'écologie industrielle et territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, et vous le verrez, hein, là, vous pouvez regarder sur tous les territoires français, là, et en plus, l'ADEME pousse vraiment à ça aujourd'hui. Toutes les agglomérations, les territoires sont en train de recruter des chargés de mission d'animation écologie industrielle et territoriale. On y reviendra plus loin. Mais, et ça, c'est vraiment vecteur d'une relocalisation sur certaines thématiques ou matières. C'est des choix alors, politiques, je pense, hein, vraiment, ouais, c'est ça. Si David, c'est ce que vous vouliez aborder. Mais, et pour le coup, les crises actuelles, on le voit, hein, approvisionnement durable, on l'a vu, nous, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Homemain en région Nouvelle-Aquitaine, où grâce à des Fab Labs et des acteurs territoriaux, locaux, on a mis en œuvre toute une démarche de fabrication de masques, de visières et tout, assez rapidement, avec beaucoup d'agilité. Parce que les industriels français, ils n'avaient pas pu mettre en route leur activité et leur inertie. Et on a assez vite, en 2 mois, pu fournir des milliers de masques sur les territoires. Ça, c'est un exemple assez concret de résilience, quoi. Coup de crise. Donc, je pense que et ça a mis le doigt sur pas mal de choses. Et il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, là, nous, en région Nouvelle-Aquitaine, sur ça aussi. Ok, merci. Je rebondis juste et puis on va passer à autre chose après. Par rapport à tous ceux qui sont dans le bâtiment, sur la REP pour 2023, sur l'obligation de déconstruction, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans le radar, j'allais dire? Je pense à la Maison du Midi, à Groupe Chassé. Je vois Pierre, Bastien, vous avez partagé Cyclope, là, qui est une matériothèque de déconstruction. D'accord. Effectivement, sur le chat, là. Oui. Donc, oui, après, c'est vrai que sur Cyclope, c'est souvent des produits qui sont assez loin de nos sites de construction, donc c'est un peu difficile à utiliser. Mais oui, sur certains projets, on a déjà mis en place du réemploi de matériaux. C'est compliqué à mettre en place. Hein. C'est pas. Les normes, il y a souvent sur des petites. Ok. Il y a en effet toute la partie réglementaire avec les bureaux de contrôle qui sont également à intégrer et pas simple à gérer. Une question aussi sur le magasin des matières, ça ne s'adresse pas qu'au B2C, hein, je veux dire. Ah ouais, c'est B2B à fond aussi. Nous, aujourd'hui, pour rejoindre ce que disait Pierre Bastien, il y a un plan de rénovation urbain là, sur un des quartiers de La Rochelle, là, Villeneuve-les-Salines, avec une déconstruction de barres d'immeubles et tout, et avec un ensemble à la fois de bailleurs sociaux, d'agences d'urbanisme, de cabinets, etc. Bellastock a fait des diagnostics, il y a d'autres acteurs, etc. Et il y a vraiment l'idée de faire émerger des plateformes territoriales à l'image de Cyclope, là,
qui puisse cataloguer tout ça et que derrière, ça puisse servir à d'autres types de chantiers où les normes sont… Par exemple, on est sur l'idée de pourquoi pas faire émerger quelques serres de semis dans les jardins ouvriers avec des ouvertures et des menus industriels issus de la déconstruction. Alors, ça va être des petites actions, mais ça engage pas mal de choses. Des abris à vélo ou des cabanes dans les jardins ouvriers, on peut largement les faire en matériaux de réemploi. Vous allez le voir après là, dans la slide suivante. Nous, c'est ce qu'on fait depuis des années et ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des choses, on ne peut pas le faire. C'est pas facile d'un point de vue logistique, normatif, délai, etc. Et voilà. Après, la théorie des petits pas sur ce genre de sujet-là, elle est plutôt intéressante. Ok, du coup, on va avancer sur l'éco-conception. Donc effectivement, l'éco-conception, ce que j'avais commencé tout à l'heure, donc le cycle de vie, aujourd'hui, donc, quels que soient les objets, les produits, mais aussi les services, hein, j'insiste là-dessus aussi parce que dans le numérique, on peut aussi éco-concevoir. Là, pour rebondir sur l'exemple avec Pierre-Bastien du groupe Chessé, là, on a des abris à poubelles en bas à droite, là, pour ceux qui voient les images, qui sont faits avec des voliges de bois exotiques issus de la scierie du port de La Rochelle. Il y a une scierie industrielle sur le port qui a des chutes industrielles, donc c'est du padouk qui vient d'Afrique centrale, qui est déclassé puisqu'il y a de l'aubier dedans, il est bicolore et il ne va pas forcément répondre aux visions du marché qui veulent quelque chose de monocolore, etc. Puisque c'est pareil, dans le vieillissement, on est sur des choses peut-être un tout petit peu moins durables, même si ça reste de l'exotique. Et nous, en l'occurrence, ça fait quelques années qu'on a ce bois exotique qui est dans notre matériothèque, qui sert à la fois aux adhérents pros, particuliers, etc., qui peuvent se fournir avec ce bois-là. Et nous, on a toute une partie de nos équipes qui fabriquent des cabanes dans les jardins ouvriers, ou ces fameuses, là, c'est des abris à poubelles. Il y a 4 grandes poubelles de 500 litres dans ces abris-là. Et c'est en centre-ville, sur des quartiers là, pour l'esthétisme. La ville de La Rochelle nous a commandé ces abris à poubelles. Donc, sur du mobilier urbain de cet ordre-là, il y a vraiment des choses à faire. Et le petit abri qu'on a mis, c'est un abri pour les agents de déchetterie de Covette sur l'île de Ré. C'est des choses qui ne sont pas complexes à mettre en œuvre et où, pareil, on ne va pas s'interdire d'acheter du bac acier pour qu'il y ait un toit étanche et qu'il y ait quelque chose de propre et être dans les normes aussi, les CCTP, etc. quoi. Donc c'est des choses où on intégrer des matières issues de récupération dans l'éco-conception, c'est vraiment envisageable. Et faut être créatif, quoi. Clairement, c'est l'enjeu sur l'éco-conception. Et il faut essayer, il faut tester, faut rater aussi. Hein, mais on a un autre exemple. Là, j'ai mis des tabourets produits de manufacture. Ces tabourets-là, ils sont fabriqués, donc c'est la SAS Minimum sur Paris, qui est du coup rattaché à des groupes industriels de la plasturgie qui font les pare-chocs automobiles et tout ça. Et en fait, quand ils lancent les lignes de production de pare-chocs, il y a toujours le pare-choc V0 là, qui sert de matrice pour les ingénieurs qui vont vérifier que la texture du plastique est bonne, que le mélange est bon. Donc, ils ont plein de repères sur ce pare-choc-là qui leur permet de tester. Je ne crois pas qu'on ait de plasturgiste là, mais en industrie, ça se fait beaucoup. Et en l'occurrence, ils ont eu l'idée avec la SAS Minimum, c'est de mettre en place ce moule de la V0 et de mettre un moule qui avait une forme finie. Et ils ont fait un moule en forme de tabouret. Donc, ce qui se passe, c'est que l'injection a lieu dans un moule en forme de tabouret. L'ingénieur peut vérifier que du coup, le plastique est bien mélangé et répond aux normes nécessaires pour l'édition de pare-choc. Et plutôt que ce pare-choc V0 finisse à la benne, ce sont des tabourets qui finissent à la vente. Donc, clairement, ils ont vraiment fait émerger des produits finis et de leurs déchets, ils en ont fait des produits 100% éco-conçus et qui trouvent un marché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi, c'est comment on peut faire de nos déchets des matières premières pour soi, éditer des nouveaux produits, ou pour d'autres, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose qu'on on développe beaucoup à la matière dans les accompagnements industriels qu'on peut mettre en œuvre. Et ça peut se faire sur pas mal de choses différentes. Donc,
truc tout bête, hein, pour ceux qui sont dans le bâtiment, nous aujourd'hui, on fabrique la signalétique sur des projets immobiliers pour des promoteurs immobiliers locaux. On travaille pour Bouygues Immobilier, on travaille pour Eden Promotion, pour plusieurs promoteurs. Et en fait, on fabrique leur signalétique dans les bâtiments en répondant aux normes visuelles, taille, etc. et tout, avec des matières issues de récupération. Donc, le mieux qu'on puisse, c'est avec des matières issues des chutes du chantier. Ça, on a réussi à le faire parfois. Ou avec d'autres matières issues de notre magasin des matières. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites actions, mais c'est toujours intéressant de commencer par ce genre d'action-là. Et il y a vraiment des démarches qu'on peut mettre en œuvre là-dessus à tout niveau, quoi. Du coup, sur Caroline, ce sujet, ouais. Oui, je ne sais pas si du coup ça inspire cette idée, notamment qu'on puisse utiliser ces chutes de production pour autre chose. Dans le domaine de l'éco-conception, là, c'est Olivier qui parle. Est-ce que tu as des exemples dans la métallurgie? Alors, la métallurgie, je vais en reparler plus loin. Ça dépend. Il y a des choses à faire. Le métal, aujourd'hui, là, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs industriels autour de la table, donc ils en parleront mieux que moi, mais on va plus toucher sur l'approvisionnement durable et sur des choses comme ça. Où on peut essayer de. Je pense que Jean, question, vous nous en parlerez, il me semble. Mais en l'occurrence, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. L'éco-conception, c'est vaste, hein. C'est à la fois les matières qu'on va utiliser sur le produit. Donc, ça va être l'économie de matière, si on peut le faire, en éco-conception. Moi, j'ai accompagné le groupe Manitou sur ces thématiques-là. Eux, ils avaient des problématiques de masse, donc il leur fallait du poids, etc. Je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui fabriquent des pièces de matériel agricole, des choses comme ça. Parfois, on a des problématiques de masse, donc c'est pas évident de réduire la quantité de matière utilisée, mais quand on peut, il faut le faire. Il y a des petits trucs comme ça, tout bête. Sur l'emballage aussi. L'emballage industriel, aujourd'hui, quand on expédie des pièces, surtout si on est activité du coup complémentaire et qu'on fabrique des matières premières ou des pièces pour un produit fini qui sera assemblé ailleurs. Il y a des choses à faire de cet ordre-là. L'éco-conception, c'est aussi, quand on calcule le cycle de vie, il y a tout. Il y a la fin de vie aussi. Il y a le fait que les machines soient aisément réparables. Il y a pas mal de choses là-dessus. Qu'on puisse vraiment facilement changer les pièces. Là, on va pouvoir travailler avec les ingénieurs et les designers pour pouvoir dessiner de meilleure manière. Ça, c'est quelque chose d'assez important parce que c'est au moment de l'éco-conception qu'on va pouvoir anticiper tout ça. La réparabilité, c'est vraiment la fin de vie aussi, quoi. Arrêter les matières composites le plus possible, puisque c'est des matières qui sont compliquées à recycler. Disons que l'éco-conception, c'est plus une démarche, c'est pas. Exactement. Et ça prend effectivement en compte notamment les autres sujets que tu vas évoquer déjà. Ok, on avance parce qu'on a un petit. Tenir le timing, donc il faut qu'on accélère un petit peu. Je lisais Anne-Laurence. Salut Anne-Laurence, ça fait longtemps en plus, c'est cool de te voir là. Je voyais que tu mettais des choses effectivement sur le réemploi dans le bâtiment en économie circulaire sur Nantes, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Sur Nantes, il y a le démantèlement, la déconstruction sélective avec des chantiers d'insertion, des choses qui sont en train de se mettre en route là-bas. Nous, on travaille avec le Grand T sur ça, le chantier du Grand T. Là, il y a un énorme chantier du Grand Théâtre avec l'idée d'une matériothèque qui va être sur site. Il faut savoir qu'il y a vraiment tout est en train d'émerger là-dessus et je pense que c'est important d'y aller parce qu'il y a vraiment des opportunités. Le numéro 3, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Alors, ça, c'est un sujet que j'ai vite fait aborder tout à l'heure. Nous, on accompagne des territoires sur ces thématiques-là, donc plutôt des collectivités territoriales. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Je vais vous parler d'un exemple très concret, c'est le pays de Mortagne pour lequel j'interviens depuis un peu plus de 2 ans, Sylvanie Alain, au développement économique. Alors, pour l'anecdote, c'est quand même le service de développement économique au pays de Mortagne qui porte l'EIT. C'est un vrai symbole, ça veut dire qu'on a compris qu'avec l'écologie industrielle et territoriale, on pouvait générer de l'économie et de l'emploi sur le territoire.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ce qu'on entend par l'écologie industrielle et territoriale, c'est vraiment un ensemble de synergies entre acteurs d'un territoire. Donc, ça peut être des acteurs d'une zone d'activité économique, ça peut être avec vos voisins, même si ce n'est pas les mêmes secteurs d'activité, ils peuvent avoir des problématiques similaires aux vôtres. Ils peuvent surtout avoir certains déchets ou reflux ou flux qui peuvent devenir aussi votre matière première. Je pense à Saint-Nazaire, par exemple, avec le Grand Port, qui ont mis en place du coup des réseaux de chaleur fatale qui servent à réchauffer certaines typologies d'activités ou de séchage pour leurs voisins. Et ça, c'est des choses à mettre en œuvre. Sur la gestion de l'eau, il y a énorme à faire aussi sur la gestion de l'eau. Et quand on y est à plusieurs et qu'on réfléchit de manière collaborative et collective sur ces thématiques-là, on a plein de gains à mener. Et ça fait partie de l'économie circulaire et c'est très important. Alors, c'est assez rigolo. Moi, j'ai grandi à la ferme. L'écologie industrielle et territoriale, c'est un petit peu, je trouve, l'innovation de bon sens. Parce qu'en fait, dans le monde rural, c'est ce qu'on fait depuis des décennies. Et on a monté des CUMA pour acheter du matériel de manière collective. On ne jetait pas le moins de morceaux d'acier ou de morceaux de bois parce qu'ils pouvaient servir à réparer la porte de la chèvrerie ou de l'étable. Et on était dans de l'entraide et dans pas mal de choses autour de ça. Et en fait, l'écologie industrielle et territoriale, c'est clairement ça. Et c'est l'idée de mutualiser aussi les compétences des locaux, etc. Et travailler aussi de manière collective en termes de performance, sur la biodiversité aussi, sur la gestion des espaces naturels que vous avez autour de vos entreprises. Et il y a énorme à faire là-dessus. Entourez-vous d'associations territoriales qui peuvent vous aider dans ces démarches-là. Voilà, sur Mortagne, ils sont mis à mettre de l'éco-pâturage en place avec des moutons, avec des associations locales. Ça, c'est le clin d'œil, mais il y a plein d'autres choses qui sont… On anime des groupes de travail sur les chutes de cuir et textile en pays de Mortagne, où on a pu mettre en place des groupes avec Vuitton, Longchamp, le Puy du Fou, les offices de tourisme, plein d'acteurs autour de la table, pour justement faire émerger des solutions de réemploi, des solutions créatives. On a fait émerger l'édition de goodies et d'objets vendus en office de tourisme, fabriqués avec du chute de chez Vuitton et cousus ou mis en œuvre avec des ESAT du territoire, etc. Et ça, on peut le faire aussi au niveau industriel, quoi. Vraiment, c'est vraiment important. Et il y a des bascules à engager de ce niveau-là. Donc, allez voir vos voisins, soyez attentifs à ce qui se met en place autour de vous. Et il y a vraiment des choses à faire. Est-ce que ce matin, ça ne présente pas? Bah, moi, jeudi matin, de toute façon, je ne suis pas là. Ah, il y a une conversation parallèle. Et, ce qu'il faut dire, c'est… Juste, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce type d'approche avec les entreprises voisines chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été un petit peu initié? Ou est-ce que c'est sur des territoires qui promeuvent en tout cas ce type de démarche? Non. Moi, je peux parler rapidement. J'ai fait une tentative de mutualisation de la gestion des déchets, notamment des cartons, avec mes voisins, et ça n'a pas abouti en questionnant les uns les autres. Donc, je le regrette. Peut-être que ma démarche était il y a trop longtemps et qu'il faudrait que je la réinitie, puisque les mentalités évoluent, les hommes changent également, se rajeunissent. Donc, peut-être qu'il faudrait que je réinitie, mais je trouvais dommage qu'on ait chacun notre petit conteneur à carton, conteneur à film ou conteneur à palette ou à polystyrène, alors qu'on pouvait assez astucieusement mutualiser. Ça pouvait intéresser un industriel que d'avoir un point de collecte unique plutôt que d'en avoir 14. Voilà. Bon, je vous livre ma réflexion. Je n'ai pas vu qui parlait. C'est François Auger-Kern. D'accord. Et c'est dans quelle zone? Zone de Ragon à Trélières, autour de Nantes. D'accord. Oh, vous êtes sur la commune de Sucy-sur-Erdre, non? Erdre-et-Gèvres, non? Erdre-et-Gèvres, oui. Oui, ils sont plutôt très engagés. Je vous invite à aller les voir sur ces sujets. Vous devriez trouver un écho positif. Je vous mettrai en relation si vous voulez. Ouais.
là, vous pouvez vraiment gagner du temps en allant voir ces acteurs-là parce que ils vont vraiment bosser là-dessus, sur de la mutualisation, sur beaucoup de choses. Et que vous soyez un petit acteur ou un plus gros, hein, clairement, il y en a pour tout le monde. Et c'est une vraie émulation, quoi. L'industrie, l'écologie industrielle et territoriale, c'est quelque chose qui derrière, en plus, génère d'autres choses. Ça génère de l'activité, ça génère plein d'autres choses. Et c'est super intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi, je voulais juste témoigner. Alors, c'est vraiment la marge. Il se trouve que on est basé, c'est donc David de DR qui parle. On est basé en fait à Nantes, à l'atelier des entreprises qui se trouve porte de Sainte-Luce. Alors, pour le coup, ce que je vais énoncer là, c'est plutôt qu'on n'y est pas encore, mais je voulais dire qu'on est vraiment dans une logique de coopération qui est forte au sein des entreprises en fait qui sont autour de nous. On essaie vraiment de travailler ensemble, mais pour le coup, voilà, on n'y est pas et il y a des choses du coup à mettre en œuvre et la diapo là et ce que tu dis, Julien, est quand même assez inspirant. Donc probablement c'est pousser effectivement le niveau de coopération que l'on a aujourd'hui, qui est plus une logique de coopération au sein d'un écosystème, pour aller chercher effectivement de l'optimisation sur voilà, tout ce qui est écologie industrielle. Voilà, c'était plus un commentaire en fait. Merci, du coup. Et il faut savoir aussi, pour fermer la page de l'écologie industrielle et territoriale, Anne-Laurence, tu pourras aussi rebondir là-dessus, mais moi, en 2014, là, j'ai accompagné des territoires bressuirés, par exemple, en 79, sur des démarches autour des menuiseries industrielles. Et en fait, on a mis autour de la table des concurrents. Et ça, c'est intéressant. Et ils avaient tous une même problématique, c'était la gestion de la fin de vie des menuiseries industrielles. Le démantèlement des menuiseries industrielles et le fait qu'elles partaient en enfouissement, ce qui est encore majoritairement le cas aujourd'hui, il y avait vraiment un besoin, même s'ils étaient en concurrence sur certains marchés, etc., il y avait une problématique déchets commune. Et on a travaillé sur le démantèlement des menuiseries industrielles avec le verre qui remontait chez Glace-Verre à Cholet pour refaire du verre avec, etc. Et avec des démarches du coup de filière. Et ça émerge de démarches d'écologie industrielle et territoriale. Ça a été ensuite poursuivi par Recto Verso et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je passe à la suite. Caroline? Oui, vas-y. L'économie de fonctionnalité. Alors là, on touche à un maillon pareil qui est encore un petit peu particulier en économie circulaire. On en parle assez peu et pourtant l'ADEME, les régions poussent beaucoup ce sujet-là. Je pense que là-dessus, Caroline, tu pourras aussi rebondir parce que c'est dans ce cadre-là aussi qu'on s'est rencontrés. Mais c'est sûr que là-dessus, il y a vraiment des dimensions de consommation qui sont en train de changer avec l'idée de faire émerger plutôt la vente de services plutôt que la vente de biens. Et pour le coup, l'économie de fonctionnalité, c'est vraiment l'idée aussi à la fois sur le comportement d'achat, ça peut être en B2B ou en B2C, hein, mais d'être sur des démarches vraiment complètement différentes. Donc là-dedans, on va retrouver toutes les démarches d'économie du partage avec tout ce qui est covoiturage. Là, j'ai mis les vélos Yellow de La Rochelle parce que dans les années 70, on était plutôt précurseurs sur le vélo partagé. Et c'était, voilà, plutôt que de s'acheter un vélo, c'était d'en louer un et de plutôt, du coup, acheter un service de déplacement à vélo. J'ai mis l'exemple de Michelin, qui est un des plus connus, puisque Michelin fabrique des pneus. Et aujourd'hui, Michelin, pour la plupart des industries et des industries du transport et des routiers, vend des abonnements. Et ne vend plus de pneus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des routiers qui vont acheter un nombre de kilomètres comme vous achetez un nombre d'impressions de photocopies sur votre imprimante. Et l'intérêt et l'obligation du coup pour Michelin, c'est d'être sur des pneus qui vont être plus durables, qui vont s'user moins et d'être dans vraiment une prestation de service optimale. Donc, garantir que les camions vont moins consommer parce qu'ils seront mieux chaussés, qu'au moindre problème, on puisse aussi être là pour avoir une assistance, etc. J'ai remis un exemple du groupe Manitou aussi. Il y a plein d'exemples comme ça, mais
là, pareil, peut-être que ceux qui sont dans le matériel agricole ou qui sont liés au matériel agricole peuvent peut-être rebondir là-dessus, mais Manitou a mis en place du démantèlement, a mis en place de la déconstruction du coup sélective de leur tracteur, avec l'idée d'être dans des perspectives aussi de location vraiment optimisée de leur tracteur, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, voilà, Manitou, du coup, ils ont développé toute une nouvelle activité aussi de financement depuis des années, forcément, sur la copie de ce qui se fait dans le milieu automobile. Et on est plutôt sur du leasing où on va du coup louer un usage et le tracteur sera changé de manière régulière. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir sur l'économie de fonctionnalité? Oui, moi peut-être, Philippe, Logicmax. Si je comprends bien, je crois qu'on peut faire la même analogie avec les serveurs, les hébergeurs, où certains qui ont une facette plus verte proposent une facture mensuelle par consommation en watts plutôt que par capacité de stockage. Il me semble que ça, c'est de l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va privilégier l'usage à la possession, et ça me semble être tout à fait ça, en fait, y compris donc dans l'informatique. Tout à fait. Dans l'informatique, il va y avoir ça, il va y avoir aussi dans le hardware, on va être typiquement dans ce genre de démarche-là, c'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt pour le fournisseur de hardware s'il rentre dans l'économie de fonctionnalité? C'est que les ordinateurs soient les plus durables possibles, qu'ils puissent être updatés le plus possible, voire qu'on puisse peut-être venir mettre un peu de RAM supplémentaire ou autre chose. Enfin, clairement, il y a vraiment plein de nouveaux modèles à imaginer. Et effectivement, c'est typiquement l'exemple, Philippe, c'est ça, quoi. C'est un très bon exemple. Une des vertus, c'est notamment d'allonger la durée de vie du produit, c'est de faire un produit effectivement plus durable. Donc, naturellement, d'utiliser moins de matière au départ, ce qui, du coup, a pour impact, effectivement, de diminuer l'impact carbone global, on va dire, de la production. Voilà. Je vous ai mis dans les exemples forésiennes, je ne sais pas si certains ont eu la curiosité de le regarder. Pour ma part, j'ai eu l'expérience de le faire dans l'entreprise où je travaillais sur de la chaussure. On a réussi à avoir un impact environnemental diminué de 30% en fait, avec à mettre en place des systèmes de location et de remise en état, de vente de seconde main. On a quand même diminué de 30% l'impact environnemental de nos produits de cette sorte. C'est vraiment un modèle à explorer et on peut trouver des choses assez rupturistes. Là, il faut faire preuve un peu d'imagination, mais on est vraiment dans une logique servicielle et à co-créer, on va dire, avec ces parties prenantes. Tu as cité la forésienne, c'est ça? La forésienne, oui, on l'avait mis dans les exemples qu'on vous a envoyés. C'est des scies. Oui. Tu avais dû le regarder, Olivier, je crois. Oui. Exemple J'étais impressionné par ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus, le fait de louer, ça leur a permis de rendre leurs produits plus durables, en fait, puisque comme ils le louent, ils mettent d'autres moyens, donc les produits deviennent plus durables, donc ça fait moins de matière, etc. Et disons que tout le monde s'y retrouve, quoi. Et du coup, ça les fait rebondir même sur d'autres services qu'ils peuvent remplir, quoi, en plus. Donc, ils ont trouvé un vrai métier en faisant ça, quoi. En fait, c'est clairement ça. Ça fait émerger des nouvelles prestations de services. Donc, on pourrait imaginer sur une zone d'activité la mutualisation d'un élévateur et une location. Et c'est exactement le même principe, quoi. On rentre dans une fonction et un usage et on va payer que l'usage qu'on en a, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas en plus un impact positif pour le prestataire, puisqu'on imagine que la fidélisation du client est plus simple, parce qu'à partir du moment où on lui vend quelque chose qui est sous forme récurrente, comme ça, c'est quand même plus facile de capter le client, enfin de le conserver une fois qu'on a fait ce type de contrat. C'est ça, aussi. C'est un retour aux années 60, à l'âge où l'obsolescence n'existait pas. C'est ça. Je continue peut-être, Caroline, parce que je vois l'heure qui tourne. L'heure tourne, ouais. Mais on reviendra sur ces échanges-là en sous-groupe aussi, quoi. Justement, ici, là, dans la partie un peu 3R, il y aura un 4e R après.
On touche encore une fois l'allongement et la durée de vie. Donc là, Philippe, c'est sûr que c'est ce que vous disiez à l'instant. C'est de lutter contre l'obsolescence programmée aussi. C'est du coup d'être sur des démarches économiques plus durables parce qu'on va essayer de privilégier aussi des cycles de vie après ces premiers cycles de vie. Donc, le réemploi, on va être plutôt sur l'exemple du reconditionnement d'ordinateurs DDC qui vont être à destination des communautés Emmaüs. Pour ceux qui travaillent dans l'informatique, aujourd'hui, il faut savoir la fracture numérique, c'est quand même quelque chose qui touche 17% de la population française. Et je crois, donc il y a vraiment 17% de la population française qui n'a pas accès ou peu accès à l'informatique. Et je crois que dans les 46% de personnes qui se disent y aller de manière assez ponctuelle, il y en a 25 qui ne maîtrisent pas complètement le sujet. Enfin, il y a un vrai enjeu sur la fracture numérique. Nous, on le voit ici, on travaille avec des acteurs là-dessus. Et la fracture numérique, c'est aussi l'idée de pouvoir s'équiper. Et il y a vraiment des enjeux autour de ça. Et ça, je vous invite aussi, quand vous avez des flottes informatiques, à travailler avec des structures comme Envie ou d'autres acteurs de vos territoires qui peuvent, sous l'égide de l'insertion, soit revaloriser, remanufacturer ou reconditionner des choses. Il y a les ateliers du bocage, il y a d'autres acteurs là-dessus, il y a plein d'exemples. Et ça, c'est important. C'est une manière d'être à la fois solidaire, inclusif, et en même temps de réduire votre impact environnemental. Et ça, c'est vraiment important. La réutilisation, c'est la même chose aussi. C'est l'idée de pouvoir démanteler des objets. Quand je vous parlais de l'upcycling, du coup, nous, aujourd'hui, il y a certaines signalités qu'on fait pour les promoteurs immobiliers dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va faire avec des fonds de tiroir ou des fonds de meubles. Donc, on va démanteler le buffet de grand-mère en chêne. Il y a juste des super essences qui sont jetées. Un chêne, ça met 80 ans à pousser. Et après sa vie de meuble, ça peut aussi avoir une vie sous forme de belles signalétiques en chêne. Là, on vient d'éditer des porte-clés pour aider une promotion avec du chêne. Pareil, c'est issu de chutes de parquet en chêne massif. Donc, c'est des choses comme ça qui sont à petite échelle, mais franchement, ça peut emmener des choses plus ambitieuses. Ça emmène les collaborateurs, ça emmène tout le monde. Et moi, je suis vraiment fervent acteur de la théorie des petits pas, quoi. Et ça emmène toujours plus gros derrière, quoi. La réparation, c'est pareil, c'est quelque chose, voilà, là, on pourra en reparler avec Envie sur les équipements du D3E, mais ça, c'est essentiel aussi de faire réparer, et ça ne touche pas que le citoyen ou l'usager consommateur, ça touche aussi les acteurs professionnels, ça touche tout ce monde-là. On l'a vu dans le cas Manitou, là. Voilà. Dans quoi, Caroline? Dans le cas Manitou, hein, oui. Ils sont vraiment dans cet exemple de démantèlement. Et la vidéo que tu avais mise, ouais, tout à fait. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là là, que Jean peut parler ou c'est la slide suivante? Parce que la réparation, c'est bien ce que Jean, tu as mis en œuvre dans ton activité. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que par rapport aux exemples qu'on vient de citer, parce que moi je suis un peu déboussolé, je l'avoue, c'est qu'on parle beaucoup de leviers qu'on a quand on a le client final face à nous, B2C, hein. Et quand on a un B2B, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et ce que je trouve intéressant, Jean, c'est dans ton exemple, tu as souvent des B2B, tu es dans une relation B2B souvent face à cela et tu arrives à faire des choses. Ok. Alors, nous, on n'est qu'en B2B. Tu peux nous en dire plus. On est qu'en B2B. Vous m'entendez là? Très bien. Très bien. Parce que moi, je ne vous entends pas très bien pour ça. Non, donc nous, on est systématiquement en B2B. Et donc, on est un fabricant de roues. Donc, on a Michelin comme client. On n'a malheureusement pas de Manitou. On ne va pas s'étendre sur cette question. Ce n'est pas le sujet. Donc, nous, on fabrique des roues. Et historiquement, on fabriquait des roues de première monte jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et progressivement, on est venu sur le marché, on va dire, du remplacement. Et progressivement a germé chez nous l'idée de dire, mais attends, on remplace des roues, mais dans un certain nombre de cas, ce n'est pas vraiment utile.
en particulier pour tous ceux qui remplacent des roues sur des poids lourds, par exemple, pour maintenir l'esthétique de leur flotte. Et donc, on en est venu à développer un service que nous on appelle un service de rénovation, où le client soit nous envoie, soit on va chercher chez lui des roues qu'il a accumulées dans un coin et on les lui renvoie pratiquement comme neuves, sauf si on a, parce qu'on a aussi certains clients qui sont des vrais sagouins, qui envoient des roues qui sont déjà détruites, quoi. Donc là, on peut rien faire. Alors, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de très facile à faire, dans le sens où on a démarré il y a 4-5 ans cette activité, que j'ai eu un grand succès d'estime en faisant le tour des popotes chez les clients, mais qu'on n'a pas vraiment vu de commandes. Pourquoi? Parce qu'on va dire que malheureusement, on a une forte concurrence qui est le matériel chinois qui arrivait sur le marché français avec des prix extrêmement bas. C'est en train de changer du fait des protections qui ont été mises par l'Europe en termes de taxes. Et cette activité a pris son envol avec la crise du Covid, puisque sur l'année dernière, donc 2020, c'est la seule activité chez nous, parce qu'on a plusieurs marchés, qui a été en croissance. Et on voit que maintenant, ça commence à embrayer et on va faire à peu près, on va dire, en moyenne 80 roues par semaine, suivant cette technologie qui consiste en fait à nettoyer et à repeindre et à éviter à nos clients soit de racheter des roues, soit de fonctionner avec des roues qui ont une esthétique qui n'est pas très bonne. Donc ça, c'est le premier type d'activité qui répond un petit peu à ce qu'on vient de voir. Puis on a une autre activité qui est là la réparation proprement dite, c'est-à-dire qui existait déjà un petit peu avant, mais uniquement pour des produits à forte valeur ajoutée, on va dire, donc essentiellement des roues de génie civil, et qu'on est en train d'étendre à pratiquement tout type de roues, où là, quand le client a essentiellement eu des roues que chez nous on appelle des roues qui ont battu, c'est-à-dire qui étaient mal serrées, elles se sont mises à vibrer, et donc ça détruit la partie centrale de la roue. Là, on récupère la roue, on la casse, ce qu'on appelle on la casse, on enlève le voile ou l'embouti, on en refabrique un, et puis on rend une roue qui est pratiquement neuve, comme une neuve. Ça, c'est l'existant. Et chez moi, il y a une autre idée, mais là, j'avoue qu'on n'est pas beaucoup avancé dans le sens où on a des difficultés logistiques et moi, personnellement, des difficultés de conviction des équipes qui consistent à considérer qu'une vieille roue qui va aller en décharge, en fait, ça peut être de la matière première. Et ça peut être de la matière première en la récupérant, c'est-à-dire comme j'ai décrit avant, en la cassant et en changeant son centre et en refaisant une autre roue. C'est-à-dire de considérer que la partie extérieure de la roue, que nous on appelle la jante, devienne un produit comparable à une jante que nous on va acheter chez un fabricant européen. Alors là, aujourd'hui, on est confronté à plusieurs difficultés. D'abord, un problème de conviction et de convaincre que ces roues qui sont en fin de vie par rapport à un matériel, essentiellement, c'est un matériel qui part à la casse, elles ont une valeur et qu'on peut les régénérer. On est confronté à deux difficultés. Une première qui va être, en la remettant cette roue dans le cycle, on ne sait pas ce qu'elle a subi avant, donc il peut y avoir des problèmes de qualité et de durabilité du produit. Ça, c'est l'argument qui est avancé en général pour ne rien faire. Puis on a une autre difficulté qui est de comment on arrive à récupérer ces roues, parce que ces roues, aujourd'hui, les gens les mettent à la benne, donc ça a une valeur, on va dire, de 100 € la tonne, mais à partir du moment où on leur dit, ben, tiens, on pourrait les recycler, ben, tout de suite, pour eux, ça a beaucoup de valeur. Et donc, il y a un problème de coût qui, dans un certain nombre de cas, ils voudraient qu'on leur achète
à des prix qui ne sont pas économiquement viables pour nous, dans le sens où il y a des opérations à faire sur ces roues-là pour réintégrer les jantes qui ont un coût et que l'équation économique pour nous ne serait pas faisable. Donc même si on a l'esprit la volonté de préserver la planète chevillée au corps, il y a quand même un moment où on doit quand même assurer l'équilibre économique de l'entreprise. Donc voilà. Donc là, ça c'est, je vais dire, c'est le projet des 2 années qui viennent devant nous. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on sent qu'aujourd'hui les gens ils commencent à mordre autour de l'idée. Il y a 2 ans, ils ne mordaient pas du tout. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà un petit peu nous, nos actions dans ce domaine-là. En termes de coûts, ta rénovation, elle est facturée quel pourcentage du prix de la roue neuve? En termes du coût, par rapport à une roue neuve, on va dire de fabrication européenne, si la prestation proprement dite, c'est 30% du prix d'une roue neuve, et si on s'occupe de la logistique, on est à peu près à 50%. Il faut savoir que nous, le produit, il est pondéreux, il est très coûteux à transporter. En gros, c'est 7% du prix de vente sur du neuf. Donc, 7%, ça fait déjà 14% du neuf quand tu prends l'aller et le retour. Même un peu plus, puisque le retour chez nous est plus cher que l'aller. Je n'ai jamais compris pourquoi. 50% du prix plus l'économie CO2, patati patata, ça doit mordre, ça. Aujourd'hui, elle n'est pas valorisée par les clients, cette économie CO2. Ah oui. En tout cas, chez nos clients, aujourd'hui, ils ne sont pas encore sensibles à ce sujet. Et Jean, justement, la question moi, que je me posais, c'est Christiane, par rapport à cette évolution-là que tu sens depuis le Covid, en gros, quels sont les arguments qui sont perceptibles par les clients ou mis en avant par les clients qui font que ce marché-là redécolle? C'est quoi les… Alors, il décolle puisqu'il n'existait pas avant. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Et on le ressent aussi sur le neuf. Moi, l'entreprise, c'est une entreprise que j'ai repris il y a 10 ans. Pendant 3 ans, j'ai résisté comme un beau diable aux importations en disant non, on ne vendra pas, nous, on va vendre que du produit européen parce qu'il n'y a plus de produits français dans notre produit standard. Il n'y a plus de français. Nous, on ne fait que du spécifique. Mais par contre, le standard, on le distribue. Au bout de 3-4 ans, j'ai fini par céder. On est passé à mettre dans notre gamme des produits, on va dire, d'origine chinoise ou asiatique, pour être plus prude. Les ventes se sont envolées, à tel point qu'on vendait en gros 70%, c'était du chinois, et il restait plus que 30% d'européennes. Sauf que ça nous a permis de développer le marché. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision il y a 1 an et demi, enfin j'ai pris la décision, ou un peu plus, il y a 2 ans, d'arrêter la production, enfin d'arrêter cette distribution de produits chinois, principalement sur l'argument CO2 et aussi qualité, et puis aussi le fait qu'ils étaient de moins en moins compétitifs. Et aujourd'hui, on a toujours du stock parce qu'on n'arrive pas à les couler. C'est-à-dire que les clients, si on veut, la culture commune fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine perception anti-produits asiatiques. Et donc, je fais la même chose en disant, il y a une acculturation progressive qui fait qu'aujourd'hui, quand on propose de rénover des roues, ça passe beaucoup mieux. Ok, super. Merci Jean. Ouais, super témoignage. De rien. Julien, est-ce que tu as autre chose pour terminer à rajouter sur le recyclage ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour là, voilà, je pense on touchait à ça aussi, à cette notion-là. Non, juste pour finir, ce que dit Jean, de toute façon, c'est flagrant. C'est comment on emmène à la fois, déjà ses collaborateurs, ses commerciaux, pour leur donner assez d'arguments pour pouvoir aller vendre ça et tout. Là, pour reparler du carbone, je ne sais pas si vous aborderez dans vos groupes de travail l'idée d'une triple compta ou
ou d'une ambition aussi autour de ça. C'est sûr que aujourd'hui, voilà, si c'est justement... Vous voyez plus mon écran, c'est ça? Si, c'est bon. Si, on voyait ta boîte mail tout à l'heure. Ah, pardon, excusez-moi. Et en l'occurrence, on peut dire un truc, c'est toujours la même chose. Je vais donner un exemple, c'est le plastique, quoi. Aujourd'hui, nous, on est en train de mettre une démarche type Precious Plastique avec des broyeurs et des extrudeuses pour pouvoir réinjecter du plastique broyé et rééditer des objets, plutôt sur des échelles semi-industrielles, etc. Parce que de toute façon, les gros industriels type Paprec, Veolia, des acteurs avec lesquels on bosse, nous aussi, mais disent toujours « Ah oui, mais non, mais c'est pas rentable le plastique, il y en a trop de diffus, donc allons l'enfouir parce que de toute façon, alors ça dépend pour les types de plastique, hein, c'est compliqué à collecter, c'est léger, il y en a un petit peu partout, il y a plein de typologies de plastique différentes, etc. » Et ce que je veux dire là-dessus, c'est, et on se bat contre un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, produire du plastique neuf avec du pétrole neuf coûte moins cher que d'éditer du plastique. Et c'est, voilà, je bosse avec Mitsubishi Chemicals à Tiffauges, en Vendée. C'est des acteurs qui se posent vraiment ces questions-là aussi à des grands niveaux industriels. Hein. Mitsubishi, ce n'est pas des petits groupes, quoi. Donc, l'ambition, elle est, faut emmener les gens, faut emmener les troupes, faut emmener les clients. Après, là, on parlait de bascule et d'années 2020-2021 et ce genre de choses-là. Moi, je suis plutôt militant, vous l'aurez compris, de la cause et plutôt optimiste dans ces démarches-là. Et je pense qu'il faut continuer d'avancer là-dedans et que cette agilité-là dans les structures qui peut le permettre. Mais voilà, je vous ai mis quelques liens là, sur l'impact numérique là, pour les acteurs du numérique et tout. Le numérique responsable, et si vous voulez aller voir, vous en avez peut-être mis quelques-uns, Caroline, sur les emails. Vous avez dû reprendre ça. Mais voilà. En tout cas, pour moi, j'ai fait le tour. L'idée, c'était de vous inspirer, de vous montrer que c'était possible. Là, je vais faire le tour des petits groupes de travail en suivant. Et voilà, Caroline, je vous laisse la main. Merci, du coup, Julien. Alors, c'est vrai que c'est à la fois long parce qu'en distanciel, c'est un peu compliqué et un peu plus court pour inspirer, mais j'espère quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui vous sont quand même un petit peu venues à l'esprit de tous ces témoignages, et notamment aussi le témoignage de Jean est très intéressant.